Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, bienvenue dans ce webinaire consacré au SCPI Commerce. On va s'entretenir ensemble. On va d'abord commencer par se présenter juste après. Le petit sommaire du jour, donc voilà, la présentation des participants, évidemment. Ensuite, derrière, on fera, comme à notre habitude, Deep Invest, un petit point marché avec un focus sur, évidemment, les SCPI Commerce pour planter un petit peu le cadre de tout ceci. On fera aussi un petit contexte économique. Et puis, l'idée, c'est aussi euh, de planter le cadre, alors pas non seulement pas que réglementaire, mais aussi économique des activités commerciales, des activités de commerce en France et en Europe. L'idée étant de regarder et de planter un cadre assez précis pour qu'ensuite derrière, Thomas Dussert, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, puisse nous présenter un peu plus dans le détail l'ensemble des activités et des fonds qui sont proposés par Urban sur ce contexte-là. Thomas, je te laisse te présenter. Merci Marc. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thomas Dussert, membre de la direction d'Urban Premium et du développement de la société de gestion Urban Premium. Je vais vous faire une présentation de la société de gestion, nous avons depuis maintenant 12 ans développé une stratégie d'investissement au travers de SCPI avec un positionnement unique qui est l'immobilier de centre-ville. Et on va se concentrer aujourd'hui sur les commerces de proximité en centre-ville. Très bien, merci. Alors, moi, je suis Marc Sartori, je suis le président fondateur de la société Deep Invest. Deep Invest, c'est à la fois, pour ceux qui ne nous connaissent pas, un cabinet d'analyse financière, puisqu'on est spécialisé sur les fonds immobiliers SCPI. On est en train de rajouter les SCI au fur et à mesure. Et puis, on a aussi mis en place et mis à disposition tout un tas d'outils. C'est pour ça qu'on est un peu aussi fintech, puisqu'on va mettre en place à destination des CGP, pour l'essentiel qui sont dans la salle, tout un tas d'outils pour justement pouvoir adresser à la fois l'ensemble des problématiques de SCPI, parce qu'il y en a de plus en plus de SCPI sur le marché, donc pour essayer de se retrouver dans ce marché, et puis en même temps faire des allocations diversifiées et aller chercher justement non plus une ou deux SCPI avec lesquelles on est entre guillemets confortable, mais d'aller chercher vraiment des SCPI complémentaires qui peuvent apporter des réponses complémentaires à l'ensemble de vos clients. Voilà pour les présentations. Rentrons directement dans les grands éléments. Alors, on a essayé de faire un petit focus marché. Vous savez que les SCPI ont cette particularité de pouvoir intervenir sur différents segments de patrimoine. On a les très grands segments, on va dire un peu historiques, qui sont les bureaux et les commerces. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer par eux. Mais on a aussi des segments un peu plus récents, on va dire, dans la démarche, un peu plus spécialisés aussi. On va voir ça dans un second temps. Donc, si on regarde globalement ce qui s'est passé sur l'année 2022 sur le volet des commerces, eh bien, malgré les inquiétudes qu'il y a pu avoir sur 2020 liées au Covid et les inquiétudes qui peuvent s'être éventuellement prolongées sur 2021. On a quand même un segment commerce qui est toujours extrêmement attractif, avec énormément de transactions, avec aussi des très grosses transactions, puisqu'on a des transactions plus de 100 millions qui ont quand même dominé, et on a beaucoup aussi d'investissements dans tout ce qui va être hypermarché et supermarché. Donc c'est un segment qui est très dynamique sur le volet SCPI, au même titre que les bureaux, qui est un peu le segment historique, qui représente une part très majoritaire des investissements qui sont réalisés par les gérants. On a, pour les chiffres, 40 milliards d'investissements qui ont été, 40 millions d'investissements qui ont été réalisés. Et puis, on a énormément de ces investissements qui sont concentrés quand même encore sur l'Île-de-France, même s'il y a une tendance quand même à investir un peu en région. Et on a des dynamiques très différentes en fonction des secteurs. Alors, bon, la défense était déjà un secteur très investi, donc on a quand même un taux de vacances qui est quand même assez substantiel sur ces zones-là.
Et puis on a aussi quand même des segments plus dynamiques, comme par exemple les bureaux et avec toute la dimension de coworking qui reste quand même assez attractif. Les SCPI, c'est aussi historiquement le secteur du résidentiel, alors avec des vents qui peuvent être parfois contraires, mais pour autant, on a quand même des prix qui restent très, très fermes sur la plaque française. Et puis, on a les autres segments. Alors, c'est ce que je vous disais en introduction. On a des segments qui sont un peu plus récents parce qu'ils ont été mis en lumière. Alors, la santé fait partie de ces segments mis en lumière avec le Covid, avec des investissements qui ont été extrêmement forts. Alors, un secteur dynamique qui attire tout un tas de nouvelles SCPI. On a la SCPI historique sur ce segment, Pierre Val Santé, qui a pas mal collecté. On va regarder ça juste après. Et puis, on a des segments qui sont un peu plus spécifiques et qui ont aussi bénéficié largement du Covid, comme la logistique, avec un segment qui reste très dynamique en termes à la fois de collecte, et on va voir ça juste après, mais qui est aussi en termes d'investissement avec un peu plus de 2 millions de mètres carrés qui ont été placés. Alors, c'est facile de faire des millions de mètres carrés en logistique, évidemment, parce que derrière, quand vous achetez des entrepôts, ça se compte rarement en centaines de mètres carrés, mais enfin, il y a des chiffres qui sont quand même tout à fait intéressants. Et puis, le dernier segment, et on reviendra dessus, c'est vraiment le segment recovery, on va dire, de l'année 2022, avec quand même une normalisation, on va dire, par rapport à ce qui a pu se passer en 2020. Et donc avec alors des choses assez contrastées, puisque en fait à la fois on a des réservations qui ont été en forte hausse, mais évidemment de la météo bien sûr, mais on a aussi des contraintes énergétiques qui ont été extrêmement fortes sur ce segment, donc avec des éléments, avec des vents qui sont parfois un peu contraires, et en même temps sur un segment qui est en train de revenir à la normale. Voilà pour la présentation un petit peu générale. Au bout du compte, qu'est-ce que ça donne au niveau européen? Alors, on a mis quelques chiffres parce que ce n'était pas l'objet de la présentation, mais pour quand même mettre la dynamique de ce qui se passe. Les segments commerce au niveau européen restent extrêmement forts en termes de volume d'investissement, plus 23% sur les commerces, plus 12% sur la logistique, plus 10% sur les bureaux. Alors évidemment, on ne part pas des mêmes zones, puisque les bureaux et le commerce sont beaucoup plus forts enfin, une capitalisation beaucoup plus importante. Et puis, si on regarde en termes d'investissement par pays, on a l'Angleterre qui reste un pays attractif, qui a eu beaucoup d'investissements qui ont été réalisés. Alors, c'est assez contrasté parce qu'en fait, nos amis du Royaume-Uni qui sont sortis de l'Union européenne ont eu une année 2022 qui a été quand même, on va dire, compliquée, puisque avec des hausses extrêmement brutales de taux d'intérêt, alors des choses qui ne sont pas forcément toujours très favorables à l'immobilier, parce que généralement l'immobilier, c'est un peu quand même l'investissement du temps long. Et là, on a quand même des coûts de balancier qui sont quand même extrêmement forts. Donc, on a quand même sur le Royaume-Uni une dimension qui peut être un peu inquiétante. Puis après, les deux autres pays qui sont quand même toujours avec des forts investissements, l'Allemagne et la France, qui restent quand même des plaques d'investissement extrêmement fortes. À l'intérieur de ça, évidemment, alors on a détaillé les pays, je vais pas tous les faire parce que l'idée, c'est pas non plus d'avoir une vision trop détaillée, mais enfin quand même, on a des villes, pardon, dans certains pays qui sont extrêmement dynamiques. Dublin, par exemple, plus 178% de hausse sur l'investissement au bureau, et puis des villes qui étaient déjà dynamiques, comme par exemple Munich, qui sont à plus 56%. Donc ça reste quand même des coefficients extrêmement forts. On a dans cette dimension européenne besoin évidemment d'avoir une très grande sélectivité. Alors certains gérants sont partis tout de suite au niveau européen, d'autres ont préféré privilégier la dimension française. On verra l'approche retenue par Urban sur ce volet-là. Il n'y a pas de recette magique, mais si vous partez si le gérant part au niveau européen, il faut quand même regarder s'il a la capacité à le faire, parce que c'est toujours ça qui est toujours un peu compliqué, parce qu'en fait, vous allez avoir une démultiplication
à la fois en démultipliant les pays, vous démultipliez aussi toutes les contraintes et les règles locales, ce qui peut donc quand même nécessiter ce qui nécessite forcément une connaissance extrêmement fine des pays où vous investissez. Et quand on a trop de pays, on a certains géants qui investissent dans énormément de pays, et on se dit qu'il faut quand même qu'ils aient qu'ils aient la capacité à vraiment pouvoir adresser l'ensemble de ces diverses réglementations et législations, ce qui est quand même toujours gageur. On a des délais de négociation globalement qui se rallongent un petit peu, mais ça reste quand même reste tout à fait abordable. Et puis on a certains pays où on a des taux qui restent toujours extrêmement attractifs. Par exemple, le Portugal, on est à 1,47 à la fin de l'année. C'est en train de monter évidemment, mais enfin, le reste du continent, on est autour des 3%, donc ça reste quand même des pays extrêmement attractifs. Alors, je vais quitter cette présentation fixe pour partir sur la présentation qu'on peut faire via les outils qu'on met à disposition. Alors, je vais revenir à la première page de présentation. Ça, c'est le baromètre qu'on met à disposition, le baromètre trimestriel des SCPI, qui est directement accessible sur la plateforme. C'est un outil qui va vous permettre de suivre au quotidien, alors quand on est en période de publication, l'ensemble des informations qui sont rapatriées par nos analystes. Donc, vous voyez qu'on est on a commencé à récupérer les informations du 4e trimestre 2022. Donc, on voulait avoir une présentation complète sur l'activité 2022. Il faudra attendre. On a un prochain webinaire qui va se dérouler à la fin du mois de février. Vous aurez une vision plus complète sur le marché des SCPI, là, sur l'ensemble de l'année 2022. On est sur un marché quand même au premier semestre 2022, on a eu un peu plus d'une centaine de SCPI de rendement et 62 SCPI fiscales. On est quand même donc sur un marché extrêmement dynamique. Ce marché, il se retrouve aussi en termes de collecte, puisque, alors, 4e trimestre, là, on est sur 9 SCPI à 9 milliards, donc voilà, on ne va pas parler de celui-ci. À la fin du premier semestre, on était sur une tendance avec un marché qui était pratiquement à 83 milliards. Dans les perspectives qu'on peut avoir, on va être autour probablement une collecte autour de 10 milliards sur l'année 2022 pour le marché des SCPI. Donc, c'est une collecte qui est très, très dynamique encore cette année, et on est sur des bases qui vont être peut-être équivalentes ou peut-être un petit peu en deçà de ce qui s'est fait en 2019, qui est l'année record en matière de collecte. Donc, ça reste un véhicule qui collecte beaucoup de fonds, qui séduit à la fois les conseillers en gestion de patrimoine et alors les gérants, évidemment, parce que c'est leur activité, mais aussi les particuliers. On a on a toujours deux niveaux en termes de SCPI, deux niveaux de collecte qui sont possibles via assurance vie ou en direct. Donc, à regarder, parce que tout ce qui peut être collecte en termes de collecte en assurance vie, on n'a pas forcément toujours les chiffres de marché, mais on a quand même une collecte directe qui reste toujours extrêmement dynamique. Alors, mettez de côté le 4e trimestre, puisqu'on n'a pas tous les éléments, mais on est quand même sur un marché global en termes de SCPI de rendement. On devrait être autour des 4,50, quelque chose comme ça sur l'année, qui est un taux de distribution qui reste extrêmement attractif. Alors évidemment, avec la remontée des taux d'intérêt, ça risque d'être un petit peu moins attractif que ça pouvait l'être il y a encore 2 ou 3 ans, mais on est quand même sur une capacité à distribuer du dividende qui reste tout à fait substantielle. Ce petit écran ici, il est pour vous présenter le taux d'occupation financier. Alors, taux d'occupation financier, ça sert à quoi? Taux d'occupation financier, ça sert à regarder comment la SCPI a une capacité à remplir le patrimoine qu'elle achète. Donc, vous voyez qu'en moyenne marché, on est à un peu plus de 95% au 3e trimestre. Et globalement, on est le plus souvent au-dessus des 95%. Donc voilà, si on compte une rotation normale du patrimoine, on est quand même sur des ordres de grandeur qui sont tout à fait substantiels. Alors, je vais passer la partie. Alors, les principaux acteurs, si, parce qu'il faut quand même les présenter. On a énormément de fonds qui se sont construits avec les années. Donc là, vous avez l'ensemble du marché qui est représenté sur ce. Alors, on est obligé de faire petit parce qu'il y en a de plus en plus. Mais je vais vous ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'on a des très grandes
fonds très grandes SCPI qui collectent. On est à plus de 4 milliards sur les deux premières, à savoir épargne foncière et Primovie. Et pratiquement autour des 5 pour Primovie. Ce sont quand même des fonds extrêmement importants. Alors, après, derrière, et c'est ça qui est intéressant, et c'est aussi l'intérêt de la présentation de Thomas tout à l'heure pour Urban, c'est qu'en fait, vous avez tout intérêt dans vos allocations à diversifier, à ne pas privilégier forcément les 5 plus grosses capitalisations, parce que derrière, vous allez forcément avoir des choses. Enfin, si je prends l'exemple de Primovie, on se retrouve à avoir une SCPI qui est censée faire de la santé, mais je dis censé parce qu'on a plus de 30% maintenant du patrimoine qui est autre que de la santé. Et donc, dans vos allocations, vous avez probablement intérêt à aller chercher des gros véhicules, évidemment, mais aussi des véhicules plus complémentaires qui vont être un peu plus spécialisés sur le commerce ou sur d'autres choses pour vraiment conserver une clarté dans les investissements. Parce que parfois, on se retrouve avec des très gros véhicules. Alors certes, qui bougent, globalement, vous allez avoir une certaine robustesse, mais après, derrière, ça peut être un petit peu compliqué de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, puisqu'ils sont obligés, évidemment, d'acheter du patrimoine en conséquence. Et donc, c'est toujours à regarder sur ce volet-là. Et puis, alors, je vais passer l'écran d'après, puisque ça ne va pas nous intéresser directement. Je vais faire un petit focus. Et alors, je vais vous le commenter parce qu'il y a beaucoup de chiffres, mais vous allez voir pourquoi est-ce qu'on fait cet écran-là. Les taux de distribution par secteur d'activité, par segment d'activité du patrimoine. Et c'est ça qui est intéressant à regarder. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ce qui est bureau et commerce, globalement, on a une très grande résilience des taux qui sont publiés de rentabilité, puisqu'on est entre 4,40 et 4,60. Donc, c'est vraiment des véhicules qui sont quand même particulièrement robustes, qui ont traversé les crises relativement sans trop de difficultés. Ça n'a pas toujours été le cas, et c'est la recovery de l'année 2022 du segment tourisme, où vous voyez qu'en début d'année, on était à 2,61. On finit, on n'a pas les chiffres encore du quatrième trimestre, mais au troisième trimestre, ils étaient retournés à 4,77, qui sont plutôt des chiffres qu'ils publiaient avant Covid. Donc voilà, on va dire que la crise du Covid est en train d'être digérée par ce segment, qui reste un segment attractif, mais l'expérience a pu montrer que ce sont des segments aussi qui sont peut-être plus sensibles au choc qu'il peut y avoir au choc conjoncturel. Donc, c'est quand même à regarder lorsque vous faites des investissements pour vos clients. Puis, on a les fameuses SCPI santé. Alors, maintenant, on arrive à en avoir 5-6 qui sont dans ce segment-là, qui sont d'une robustesse absolue. Alors, c'est directement lié, évidemment, au patrimoine de ces fonds, puisque globalement, ce sont des baux de plus long terme. Et donc, c'est quand même des fonds qui sont extrêmement résilients. Résilients ne voulant pas dire qu'ils sont à l'épreuve de tout. On vous a mis le même graphique pour les taux d'occupation financiers. Il y a beaucoup de chiffres aussi, mais j'attire votre attention sur les points essentiels. Vous voyez que, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure sur les taux d'occupation financiers pour tout ce qui était hôtel tourisme, début d'année, on était à 75%. On est maintenant revenu sur des remplissages à 100%. Et puis, on a les SCPI, les SCPI commerce et bureaux qui sont autour des entre 94 et 95%, donc un taux d'occupation qui est tout à fait en ligne avec ce qui était annoncé. Je vais faire un dernier petit focus sur un élément qui est à prendre en compte et qu'on suit dans nos chiffres, qui sont les délais de cession de parts. On a alors une grande hétérogénéité sur le marché, et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller regarder SCPI par SCPI, ce qu'on ne va pas faire pour la présentation. Mais vous voyez que sur les SCPI, on a certains segments. Par exemple, sur les commerces, on a des SCPI comme Patrimo Commerce, où on a vraiment un très gros sujet sur le second marché, puisqu'on a des délais de vente qui se comptent en dizaines. Et là, au 13e trimestre, on était sur Patrimo Commerce, on était à plus de 100 mois pour vendre ses parts. Donc là, c'est vraiment des sujets d'attention. Et puis sur les bureaux, on a 4 mois en moyenne sur le marché, mais c'est parce qu'on a une très grande hétérogénéité entre les fonds. Et donc vous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, il faut absolument que vous ayez regardé cette dimension-là lorsque vous faites vos allocations, parce que c'est quand même un critère vraiment structurant par rapport à l'ensemble. J'en arrête là sur la présentation des chiffres marchés, puis je vais revenir sur
sur notre focus du jour qui porte sur les SCPI commerce. Alors, on va regarder contraintes et opportunités. Alors évidemment, quand on parle toujours de contraintes pour un segment, ben, on va déjà quand même reparler du contexte économique. On a des taux d'emprunt qui ont augmenté, certes, mais qui restent quand même dans des dimensions et dans des proportions qui restent encore autour de 3%. C'est ce qu'on connaissait avant des grosses crises comme 2006-2007. C'est vrai qu'on sort d'un monde où on était à des taux à 0, 5 ou 1. Bon, voilà, il va falloir s'habituer, mais 3%, le monde de l'immobilier a vécu ça dans les années 2000, 2010, et ça se passait à peu près normalement. Donc voilà. On est dans un monde aussi d'inflation, même si ça a tendance à ralentir. Et on va voir qu'au cœur des SCPI, et c'est ça qui est intéressant pour les SCPI de commerce, c'est que vous allez avoir dans les baux commerciaux, eh bien, par construction, les baux commerciaux sont prévus pour absorber des chocs inflationnistes avec un indice des loyers commerciaux ou l'ICC pour les plus anciens baux qui permet justement de mettre à jour les rentabilités des baux. Alors, il y a toujours une négociation qui a lieu évidemment entre les preneurs entre les locataires et les propriétaires, mais au centre et au cœur des baux commerciaux, vous avez quand même la capacité du propriétaire à suivre ce qui se passe sur l'inflation, ce qui est quand même gage d'une certaine robustesse par rapport à l'ensemble. Alors évidemment, les SCPI e-commerce ne sont pas complètement hors sol, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on nous annonce une récession, mais on ne sait plus trop si ça va être une grosse ou une petite, ou s'il y en aura peut-être finalement pas sur 2023. Donc on n'est pas plus fort que la moyenne chez Deep Invest, donc on ne va pas s'amuser à faire des perspectives, des conjonctures là-dessus. On a toujours la crise ukrainienne qui pourrait amplifier tout ça très rapidement, mais pour le moment, on n'a pas d'éléments pour justifier de grosses catastrophes. Trois petits points réglementaires et je vais passer la parole à Thomas. Premier point réglementaire, alors on ne va pas tout expliquer. Sachez quand même qu'au cœur des baux, jusqu'à présent, on avait quand même la capacité du bailleur, du propriétaire à imputer l'ensemble des travaux sur les locataires. Cette situation a été un peu remodelée depuis 2014, excusez-moi, avec la loi Pinel qui a, on va dire, rééquilibré les grosses dépenses de réparation pour les baux commerciaux. Donc ça, c'est un élément quand même à regarder, puisque autant par le passé, on était vraiment sur quelque chose où c'était les bailleurs commerciaux qui avaient l'intégralité des charges qui étaient pour eux, des travaux. On est quand même revenu sur un marché où les propriétaires, sur des gros travaux, dont par exemple des travaux d'isolation thermique ou de dépenses environnementales, devront mettre un petit peu la main à la poche. Deuxième élément, alors on va le mettre un peu, voilà, c'est l'annexe environnementale, on l'a mis pour mémoire, la loi Grenelle de 2010 l'avait mis en avant. Normalement, pour les surfaces de plus de 2000 m², il y a un impact. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce volet-là, sachez simplement que ça existe. Et puis, troisième élément, alors lui, est extrêmement structurant, c'est le fameux décret tertiaire. Alors, il va être structurant, mais c'est pour des surfaces de plus de 1000 m². Donc, ça veut dire que tout ce qui est commerce de centre-ville, etc., peut être exonéré de cette responsabilité-là. L'idée, c'est que les propriétaires doivent déclarer les consommations énergétiques de leur patrimoine, donc dans un premier temps les récupérer, ce qui n'est pas toujours, on va dire, simple, et puis ensuite les déclarer sur une plateforme. Alors après, qu'est-ce qui va être fait de ces informations? Pour le moment, il n'y a pas de contrainte. Mais quand on voit ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer sur le résidentiel, qui est un petit peu le laboratoire en matière de contraintes environnementales, il n'est pas exclu que derrière, il y ait peut-être des éléments qui soient mis en avant. Alors, on parle de pénalités si les déclarations de consommation ne sont pas faites. Donc, ça veut dire que derrière, peut-être qu'il y aura des choses qui vont se passer. Pour le moment, on n'a pas de certitude là-dessus. Et puis, on a eu un segment commerce, je pense que Thomas pourra nous le détailler beaucoup plus précisément, qui était extrêmement dynamique aussi avec tout ce qui était retail park. Et on a une loi qui est arrivée en août 2021 dans le cadre de la loi qui s'appelle Climat et Résilience, qui s'appelle la zéro artificialisation. Je vais la refaire. Zéro artificialisation nette, la ZAN. Cette loi ayant pour objet de
de restreindre et voire de geler l'ensemble de l'artificialisation des sols qui pourrait intervenir. Alors, c'était essentiellement tout ce qui était retail park grands centres commerciaux en périphérie urbaine. Ce qui a donné aussi et ce qui a pour objet d'essayer en coup de balancier, de redynamiser tous les commerces de centre-ville. Mais je pense que Thomas va nous détailler ça beaucoup plus précisément que moi. Alors, je vous propose de revenir un petit peu sur les fondamentaux de notre société de gestion et ensuite, on va parler évidemment du commerce de proximité et de notre SCPI Urban Cœur Commerce. Alors, Urban Premium est une société de gestion qui a fait le choix, au moment de son agrément en 2010, de se concentrer sur une thématique de localisation. Nous avons construit notre ADN autour du centre-ville et des centres-villes des grandes villes françaises dynamiques. Donc notre ADN chez Urban Premium, c'est le centre-ville. Nous avons développé une activité sur deux thématiques, le résidentiel et le commerce, mais toujours orienté autour d'investissements en centre-ville. Nous gérons à ce jour plus de 670 millions d'euros sur ces thématiques de centre-ville, avec plus de 13 500 associés au capital de nos SCPI. Et nous avons fait l'acquisition à ce jour de plus de 145 immeubles en bloc en centre-ville, répartis dans 70 villes. Et puis, nous avons passé la barre des 140 commerces, murs de commerce, dans les centres-villes français en quelques années d'activité. Et tout cela grâce à nos partenaires qui sont aujourd'hui, en termes de CGP indépendants, plus de 800 à travailler avec nous sur notre gamme de SCPI. Alors, je vous le disais, deux métiers, le résidentiel et le commerce. On va se concentrer aujourd'hui sur le commerce, mais tout est lié puisque ce savoir-faire chez Urban Premium sur le commerce, nous l'avons acquis au gré de nos investissements sur le résidentiel, puisque la stratégie chez nous étant d'acheter des immeubles en bloc, eh bien, nous avons acheté beaucoup d'immeubles qui disposaient d'un pied de commerce. Et le travail d'asset management qui est le nôtre a été, pendant plus de 12 ans maintenant, de valoriser ces commerces, de travailler le côté attractivité locative, tout en allant chercher des structurations de baux longues en tout cas, et des enseignes qui fonctionnent. Donc on a aujourd'hui un vrai savoir-faire et une vraie capacité de sourcing sur le commerce de proximité, puisque, je vous le disais, ces deux métiers sont très liés. Quand vous avez un centre-ville qui fonctionne bien en résidentiel, qui attire de la population, sur lequel il y a une vraie demande locative, et on sait à quel point les centres-villes sont tendus sur le marché locatif, eh bien, vous avez forcément une offre commerciale dynamique avec beaucoup de nouveaux entrants et des enseignes nationales ou locales qui se développent. Et à l'inverse, quand vous avez un centre-ville avec une offre commerciale dense et pertinente, eh bien, ça attire des populations et on a donc un lien très étroit entre ces deux stratégies. Tout cela exclusivement en cœur de ville. Alors, je vais revenir sur la genèse et la raison pour laquelle nous avons développé ce fonds. Et puis, on va faire un point d'étape après quelques années de commercialisation et vous donner les grandes perspectives pour 2023, puisque cette SCPI connaît un tournant depuis quelques mois quant à son attractivité. Alors, d'abord, les commerces de proximité, il faut rappeler l'essentiel. Eh bien, le commerce ou la consommation en France est mécaniquement soutenue. Marc parlait tout à l'heure de l'Angleterre. Eh bien, il y a une grande différence entre l'Angleterre, qui est certes encore dynamique d'un point de vue du bureau et des commerces, c'est que en période de crise, en période de scénario un peu tendu, eh bien, en Angleterre, quand on perd son emploi et que le chômage augmente, la consommation chute. En France, quand on a un pic de chômage ou structurellement un chômage élevé, la consommation se maintient. Tout simplement parce qu'en France, nous avons cette chance d'être soutenus par l'État et ça s'appelle les allocations Pôle emploi. Ça paraît assez restrictif, mais sur une période de 40 ans, on voit que cette mécanique de chômage longue de 24 mois permet à la consommation de toujours se maintenir sur le territoire français. Alors que nos voisins européens, eux, connaissent des chutes violentes de la consommation, des fermetures violentes lorsque l'économie va mal. Donc on a d'abord un caractère assez acyclique
de l'immobilier de commerce en France et plus précisément du commerce de proximité. C'est un peu une spécialité chez Urban Premium. On se concentre sur les activités acycliques. Le résidentiel est acyclique, le commerce est acyclique et les 2 années ou les 3 années que nous venons de passer nous a démontré en scénario réel la capacité de nos actifs à bien traverser les météos un petit peu compliqués. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. On a structurellement une consommation qui est soutenue en France et qui est toujours sur un bon niveau. Il y a eu un gros retour de la consommation, un gros redressement de la consommation en 2021 et ça s'est stabilisé en 2022. Donc cette activité du commerce de proximité, d'abord, elle contribue au tissu économique local. Nous avons en France la chance d'avoir un certain nombre de villes, certainement le plus grand nombre de villes en dehors de la capitale, qui sont attractives d'un point de vue touristique, d'un point de vue économique, d'un point de vue industriel, d'un point de vue de la consommation et du commerce. Eh bien, on a recensé un peu plus de 70 centres-villes chez Urban Premium qui sont dignes d'intérêt parce qu'il y a beaucoup de flux et de zones de chalandise. Donc ça contribue au tissu économique local, ça participe au dynamisme des centres-villes. Je parle par exemple ici des grandes villes comme Aix-en-Provence, comme toutes les grandes villes balnéaires qui sont certes plus dynamiques l'été que l'hiver pour certaines, hors stations de ski évidemment, mais qui sont des villes dans lesquelles on a une vraie offre commerciale. Je pense à des villes comme Biarritz, toutes les villes de la côte atlantique évidemment, mais aussi tout l'arc méditerranéen. Donc ça participe au dynamisme des centres-villes et ça favorise le lien social. Vous allez voir à quel point ce lien social, cette expérience de la boutique, du commerce, eh bien, est fondamentale et on s'en rend compte parce qu'on l'a perdu en 2020 notamment. Donc on ne va pas retriturer l'analyse du Covid, mais croyez-moi, ça nous a appris quand même beaucoup de choses. Alors comment est-ce qu'on est venu à travailler cette thématique du commerce? Eh bien, d'abord, on a des signaux forts dans ce marché qui étaient des signaux faibles il y a une dizaine d'années, qui sont l'évolution du tissu commercial des centres-villes. Vous avez tous constaté un retour massif des grandes enseignes de distribution. Carrefour Market, Franprix, Auchan, Monoprix, toutes ces enseignes qui font l'attractivité des périphéries au départ ou dans les années 80, qui sont des enseignes qui ont attiré Decathlon, Leroy Merlin, qui ont attiré toutes les enseignes de centre-ville, eh bien ces locomotives commerciales ont depuis 10 ans réinvesti massivement les centres-villes. Et si on se projette un petit peu, les développements, on va en reparler, les développements en périphérie pour ces enseignes qui sont des laboratoires, qui sont de grands stratèges, eh bien, sont orientés vers l'implantation en centre-ville avec des surfaces inférieures à ce qu'ils avaient l'habitude d'ouvrir. En tout cas, les 20 prochaines années, la croissance de ces enseignes des 20 prochaines années sera conduite par le retour en centre-ville. Et ce qu'elles ont fait dans les périphéries, c'est-à-dire attirer de la chalandise, attirer des consommateurs, eh bien, elles sont en train de le refaire dans les centres-villes français. On parle de Paris, mais pas que. On parle aussi de villes moyennes dans lesquelles, par exemple, Carrefour ouvre des petites échoppes qui sont évidemment du service de proximité. Nous avons également des enseignes locomotives par excellence, comme Ikea, Truffaut, je vous parlais tout à l'heure de Leroy Merlin, on peut aussi citer Monsieur Bricolage, toutes ces enseignes locomotives dans lesquelles on a une grosse conviction, évidemment, sur la capacité à attirer des consommateurs. Eh bien, ces enseignes s'installent aussi durablement dans les centres-villes français, avec de l'innovation, des nouveaux concepts, à Paris, mais pas que. On est à Nice pour Ikea, par exemple, ou Truffaut en centre-ville de Toulouse. Eh bien, ces locomotives commerciales attirent d'autres enseignes et vont créer, recréer, densifier les zones de chalandise de nos centres-villes. Renouvellement des commerces de proximité, ce qui fonctionnait il y a 20 ans ne fonctionne plus. Nous avons aujourd'hui de nouveaux commerces qui attirent les populations. Je pense évidemment à l'alimentaire, à la restauration, aux enseignes de santé. On parle notamment d'un développement très fort des activités de bien-être, de paramédical, évidemment de pharmacie, tout ce qui est santé, loisirs, bien-être, alimentaire, sport, toutes ces activités sont assez nouvelles dans les centres-villes et ont remplacé la traditionnelle boutique de chaussures ou la traditionnelle boutique de marque d'habillement ou de mode, qui d'ailleurs
fonctionne et retrouve un petit peu de dynamisme dans certaines grandes villes. On a constaté que le e-commerce est compatible et même recommandé dans les activités de proximité. On a constaté que ce commerce en ligne n'est plus une menace pour le commerce de proximité, puisque l'un se nourrit de l'autre, et vous avez même des marques qui sont nées sur Internet et qui sont des spécialistes du e-commerce, qui s'installent en centre-ville et qui ont besoin de ce qu'on appelle d'un flagship et d'un commerce physique, on va le voir. Amélioration de l'expérience utilisateur, des sites Internet dédiés, de la géolocalisation, du marketing digital pour les enseignes de proximité et une révolution quant à l'expérience utilisateur avec le développement du phygital, des expériences consommateurs associées à une expérience digitale. Je pense à ces bornes de commande dans les centres-villes qui permettent de toucher, d'avoir un conseil, de parler à un vendeur, si on parle de mode, mais de commander en ligne grâce à des bornes la couleur ou la taille qu'il n'aurait pas en stock en centre-ville. Beaucoup d'innovations sur ces commerces de proximité. Et puis, si on se place du point de vue de l'investisseur, une vraie résilience en période de crise. D'abord, ce terme commerce essentiel n'existait pas avant le Covid. Il est né pendant le Covid. Ce sont des commerces qui ont continué à fonctionner, qui ont continué à payer leurs loyers. Un taux de recouvrement des loyers important, en tout cas sur notre activité. On a recouvré en 2020 plus de 92% des commerces. Et j'entendais Marc parler tout à l'heure d'une SCPI sur la thématique du commerce Patrimo-Commerce, qui n'est pas tout à fait une SCPI de commerce comme les nôtres, puisque je crois que le ratio de commerce dans le patrimoine se situe entre 50 et 60%. Nous, on est évidemment à 100% investi sur des commerces. Donc une vraie résistance du commerce de proximité et des vacances en baisse en région, dans les métropoles régionales et les villes moyennes. Et depuis 2022, on a aussi une baisse des vacances à Paris. Le marché parisien retrouve des couleurs et bien plus ciblé en termes de localisation. J'en veux pour preuve l'analyse sur l'état du marché des commerces de nos amis de chez Knight Frank, qui sont les sachants sur ce sujet, qui est paru ce matin même, avec beaucoup d'informations intéressante. Alors, une urbanisation croissante de notre société, là je fais écho à notre stratégie sur le résidentiel, eh bien, une évolution annoncée des centres-villes, une vraie volonté politique de rénovation urbaine, d'attractivité des populations, de travaux et de modification des infrastructures. Il n'y a qu'à voir l'ampleur des travaux qui sont mis en place dans les centres-villes. Je prends l'exemple de Toulon, par exemple, qui est une ville qui a attiré beaucoup de population, beaucoup de commerces. C'est une ville qui est en chantier, qui a renouvelé ses infrastructures, qui a refait toute la chaussée, qui a installé un tramway. Eh bien, le résultat immédiat de cette stratégie, c'est par exemple le triplement de la surface de vente des galeries Lafayette de Toulon. Ça, c'est quelque chose qui est encore assez peu connu en dehors des habitants de Toulon, mais les galeries Lafayette, dans certaines villes, ont fermé, et dans d'autres villes, comme Toulon, ont triplé leur surface de vente. On a à Toulon un centre-ville et un centre historique qui est rénové à l'image de ce qui a été fait à Bordeaux. Tous les beaux immeubles de la vieille ville ont été rénovés, on y a largement contribué, et Monoprix a installé son centre névralgique du sud de la France à Toulon, en cœur de ville, avec un gros Monoprix dans un immeuble historique de la ville. On a également un plan Action Cœur de Ville qui a été doublé, puisqu'on partait pour 5 milliards d'euros sur 5 ans et l'État a doublé l'effort consenti au centre-ville de 5 milliards d'euros supplémentaires sur 5 ans supplémentaires, avec un objectif clair de revitaliser, d'accompagner les villes et les centres-villes dans leur transition écologique et de repenser la mobilité et le tissu commercial. Donc c'est un plan national qui est un succès, qui concerne 222 villes moyennes, dans lequel on va évidemment investir. Alors je reviens sur le principe même du commerce de proximité, le magasin. Ce magasin, pardon pour l'énorme faute d'orthographe, conserve son rôle central dans la stratégie des marques. Les marques aujourd'hui se partagent entre l'expansion pour les plus dynamiques et la rationalisation. On va plutôt fermer des commerces qui seraient des commerces qui ont ouvert dans des nouvelles zones périphériques dans lesquelles on a été convaincu par un bon broker de s'installer, au profit des flagships, des enseignes bien placées, des commerces bien placés, dans les centres-villes majoritairement.
et évidemment dans les villes moyennes et les métropoles régionales qui nous intéressent. Donc ces enseignes ont à la fois une stratégie d'expansion, mais plutôt dans les villes moyennes et dans le centre-ville des villes moyennes, et de rationalisation dans les grandes villes, puisque dans une grande ville comme Nantes, par exemple, on peut avoir 2 ou 3 boutiques dans l'agglomération. Eh bien, certaines vont fermer en périphérie au profit de celle du centre-ville, qui est en général un beau bâtiment, une belle enseigne et un beau flagship, comme on les appelle. Donc on est sur une tendance moins mais mieux, avec une maximisation des emplacements et évidemment une conservation des commerces en centre-ville. Un élément intéressant sur 2021 et 2022, on a 44 nouvelles enseignes étrangères qui sont arrivées en centre-ville, avec au moins une ouverture de commerce dans les centres-villes français. Ce chiffre était de 41 en 2021. Donc on a une stabilité, voire une croissance de l'attractivité de la France pour les enseignes étrangères. Et évidemment, une enseigne étrangère qui s'installe en France, elle ne va pas s'installer en périphérie, elle va s'installer en centre-ville, des villes les plus dynamiques, des villes moyennes et surtout des métropoles régionales, pardon, c'est ça que je cherchais, comme le sont Nantes, Bordeaux, Marseille, Strasbourg ou encore Nice. Des ensembles commerciaux de périphérie qui, eux, marquent le pas. C'est la fin des grands projets, des grands ensembles commerciaux de périphérie. Tout le monde l'a senti, tout le monde l'a pressenti, on en a beaucoup parlé. Eh bien, le temps de l'expansion est révolu. Et l'année 2022 est clairement en retrait. On a moins 41% d'ouverture de retail park en France. Ce parc français de la périphérie et du commerce de masse est arrivé à maturité. On a 2 grosses contraintes sur le sujet. D'abord, un rejet de la consommation de masse au profit plutôt de la consommation maîtrisée, la consommation plus précise avec une expérience client, on l'a vu, mais surtout des contraintes réglementaires qui sont très fortes. Marc en a parlé, l'horizon 2050 avec une première étape à 2030 de zéro artificialisation des sols marque l'arrêt violent des expansions des zones retail. Ça veut dire que les zones retail de demain seront des zones retail d'avant-hier ou d'hier qui devront subir une campagne de rénovation profonde. Une campagne de rénovation pour les enjeux écologiques, bien sûr. Hein, Marc a évoqué le décret tertiaire et les obligations des surfaces de plus de 2000 m². Ce sur quoi nous n'entrons pas aujourd'hui, puisque nous, en centre-ville, on a très peu de surface de plus de 1000 m², donc on n'est pour l'instant pas concerné, et c'est plutôt une bonne chose pour nos locataires. En tout cas, en ce qui concerne les retail parks, eh bien, l'avenir n'est pas très rose, grâce ou à cause de la loi ZAN, zéro artificialisation nette des sols, et surtout les obligations de transformation. Tous les retail parks ne pourront pas être rénovés et ne pourront pas être transformés. Donc les marques vont se détourner petit à petit de ces retail parks au profit évidemment des centres-villes. Et puis 2022 a été assez structurant pour nous, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, le taux de recouvrement des loyers a été de 92%, zéro faillite, zéro renégociation. En tout cas, ça a mis l'accent sur l'importance du tissu économique du commerce de proximité, avec un soutien massif de l'État et une convention citoyenne et le programme France Relance qui soutient massivement le commerce de proximité et accompagne les marques dans leur déploiement. Fort de tout cela, eh bien, nous avons pris la décision de renforcer nos efforts sur les investissements sur Cœur Commerce avec un momentum absolument fantastique. On n'a pas le temps de décortiquer ce sujet-là, mais on connaît les enjeux, crise énergétique, inflation et augmentation des taux d'intérêt. Eh bien, on a une stratégie sur Cœur Commerce et des caractéristiques intrinsèques qui sont favorables pour l'année 2023. D'abord, nous avons fait le choix d'être ultra spécialisés. Donc, Cœur Commerce, stratégie d'investissement centre-ville, commerce de proximité, locaux d'activité uniquement en centre-ville, majoritairement sur 3 typologies d'activités. Le commerce alimentaire, avec des enseignes nationales comme Carrefour, La Vie Claire, Biocoop, Jeff de Bruges. Ce sont des locataires d'Urban Cœur Commerce. Deuxième stratégie, ce sont les actifs de santé. Santé, bien-être. Nous avons évidemment des pharmacies, des commerces Afflelou, Audica, mutuelles, mais également maisons de santé en centre-ville. Nous logeons dans de beaux pieds d'immeubles des médecins généralistes. On va travailler ici le sujet de la désertification médicale. Nous accompagnons aussi en centre-ville de Toulouse des ophtalmos qui se sont installés à plusieurs dans un de
de nos commerces. Donc, stratégie de santé, pas d'EHPAD, pour 1000 raisons que je ne vais pas développer, pas d'EHPAD et pas de cliniques privées ou d'hôpitaux, évidemment. Et enfin, troisième stratégie, ce sont les services de proximité, expérience client, boutique Orange, coiffeur, évidemment, agence bancaire, pressing en centre-ville de Toulouse aussi, tout ce qui n'est pas disruptible sur Internet et qui apporte du lien social et du service de proximité. Donc, une SCPI très spécialisée dans ces investissements, et ça va s'illustrer, vous allez voir, par les derniers investissements. Alors, je vais tout de suite vous donner les informations qui vous intéressent, puisque un des grands déterminants de l'investissement, c'est le rendement locatif, ce qu'on appelle le taux de distribution. Eh bien, je vous annonce que notre SCPI, en 2022, va servir 4,7%. On n'a pas encore publié ces chiffres, c'est une exclusivité pour Deptinvest, mais Urban Cœur Commerce affiche une croissance assez nette de son dividende. Nous avions servi 4,3% en 2021, nous avons servi 4,7% en 2022, et on peut vous annoncer sereinement que le dividende en 2023 sera autour de 5%. Donc une croissance du dividende, ça veut dire tout simplement que nous achetons de mieux en mieux nos commerces, que nous avons une vraie force de négociation. Notre capacité de sourcing, puisque ça fait plus de 30 ans dans le groupe que nous arpentons les centres-villes français, nous avons une capacité à sourcer des actifs pour l'instant à 80% hors marché. Eh bien, nous avons une véritable capacité d'investissement et capacité de négociation. Donc un dividende cible pour 2023 de 5%. Quelques chiffres clés. Une capitalisation qui a franchi la barre des 40 millions. On va très vite aller chercher les 50 millions, ce qui ouvrira de nouveaux canaux de distribution pour Cœur Commerce. Nous avons 62 commerces dans le portefeuille. Donc, si on fait un calcul simple, ça veut dire qu'on a une moyenne de lignes sur Urban Cœur Commerce autour de 650 000 euros. Ça veut dire qu'on a cette capacité à descendre sur des petits lots et on veut multiplier les petits lots. On veut une très très forte diversification sur cette SCPI. On n'achètera pas de commerce ou de grosses boutiques à Paris dont les murs coûtent plusieurs millions d'euros. Ce n'est pas la stratégie de la SCPI. On veut rester sur les catégories de commerce que vous avez vues il y a quelques minutes, tout en restant ultra diversifié et avoir multiplié les commerces plutôt que d'acheter des gros ensembles. Nous n'avons jamais eu recours à la dette de manière importante sur cette SCPI. On n'est pas admis de nos intérêts, on a leveragé quelques acquisitions, mais ce qui nous met une LTV, une loan to value, c'est-à-dire le niveau de dette, d'endettement de la SCPI par rapport à sa capitalisation, qui est à 12,5%. Donc autant vous dire que ça, c'est intéressant dans le contexte de hausse des taux. Ça veut dire que ce dividende, ce report à nouveau, qui est aujourd'hui de 45 jours, a été constitué sans dette, et l'augmentation du dividende s'est fait sans dette. Ce n'est pas maintenant qu'on va commencer à augmenter la LTV dans le contexte actuel du niveau d'endettement. Nous sommes présents dans 28 villes et les taux d'occupation physique et financier sont très bons. On a un taux d'occupation physique à 93,4%. On a 3 boutiques qui sont en relocation. Mais pour autant, le taux d'occupation financier est à 97,3%. Donc ça veut dire que la stratégie granulaire d'acheter des petits commerces dans des villes dynamiques fait que, en cas de changement de locataire, l'impact sur le taux d'occupation financier est quasi nul. Vous voyez que ce taux d'occupation financier, par rapport d'ailleurs à celui du T4, a bougé de 40 centimes. Donc, on a là une stratégie qui paye, puisque notre choix a toujours été d'investir dans beaucoup de commerces sur les stratégies que vous avez vues tout à l'heure. En termes de prix de part, eh bien, nous attendons la confirmation des valeurs d'expertise du 31 décembre. Mais celle de 2021, donc pour l'année 2022, était très bonne. Nous avions une plus-value latente de 4,1%, ce qui mettait la valeur de reconstitution à 312,26 pour un prix de part à 300 euros. Je peux vous annoncer sereinement, on n'a pas encore validé ces valeurs, mais les valeurs d'expertise sont en hausse au 31 décembre. Donc la valeur de reconstitution 2023 va augmenter. Loin de moi l'idée de vous annoncer des choses sur la valeur de part, mais notez qu'une plus-value qui atterrirait entre 5 et 6% est toujours intéressante à connaître et à savoir sur une SCPI de cette nature. Donc des valeurs 2023 qui sont en croissance.
Des caractéristiques simples, 300 euros de prix de part, minimum 3000 euros, un délai de jouissance court, premier jour du quatrième mois. Donc quand on investit en fin de mois, on a un délai de 3 mois, c'est très court. On a évidemment la possibilité de démembrer cette SCPI. On a 35% de notre collecte qui est faite en démembrement. C'est important. On travaille avec France Valais, on a une grille que vous allez découvrir. Effet de levier max 25%, vous l'avez compris, on est à 12,5, donc on est à la moitié de ce qu'on peut faire. Et dans le contexte, on n'augmentera pas beaucoup l'effet de levier, voire pas du tout. Un report à nouveau qui commence à être sérieux, 45 jours, on a pour stratégie de l'augmenter doucement. Et un horizon de placement, évidemment, de 10 ans. On a innové chez Urban Premium en lançant un site internet dédié à cette SCPI, urban-coeurcommerce.com, qui vous permet d'avoir en direct toutes les informations nécessaires sur la SCPI. C'est un site dédié à Cœur Commerce. On a le site générique d'Urban Premium, urban-premium.com, qui est tout nouveau, que nous avons lancé cette semaine. On n'a pas encore communiqué, mais le site d'Urban a été totalement remodelé avec des grandes nouveautés que vous découvrirez. Et vous avez en plus le site de Cœur Commerce à mettre dans vos favoris, évidemment. Je parlais de nue propriété et de démembrement tout à l'heure. Vous avez une grille 2023 qui, pour l'instant, n'a pas bougé, malgré la hausse du dividende. Donc, on va voir si on l'a fait évoluer ou pas. En tout cas, on a des bonnes clés de répartition. Vous pouvez vous appuyer sur ça et on vous fournit l'usufruit, évidemment, comme prévu. Alors, je vais illustrer un petit peu la stratégie par les commerces qui composent le patrimoine. Quelques chiffres pour 2023 quand même. Nous avons à ce jour sécurisé autour de 15 millions d'euros d'investissement, soit sous promesse, soit en cours de signature. 15 millions d'euros pour le T1 et le T2 sur des investissements parfaitement dans la cible alimentaire, santé, services, dans des métropoles régionales. Et sans trahir de secret, je peux vous dire qu'on est en train d'acheter dans une des plus grandes villes du sud de la France, une ville TGV, avec le TGV en centre-ville. Nous sommes en train d'acheter 26 commerces présents dans la gare TGV. C'est une très belle acquisition sur un taux d'acquisition acte en main de 7,2%. Donc là, on est en train de réaliser quelque chose d'assez puissant dans une ville qui fonctionne très bien, une gare TGV, un peu plus de 26 commerces avec du sport, des loisirs, de l'alimentaire, de la restauration, des locataires avec des signatures étatiques très solides. Donc, une très belle acquisition qu'on va annoncer bientôt. Et puis ensuite, nous regardons des commerces dans des villes comme Reims, comme des villes comme Biarritz, comme des villes comme Cannes. Nous aurons toujours à cœur d'être dans des villes qui sont à la fois bien connues des Français, mais qui sont aussi des villes dans lesquelles il y a une véritable attractivité. Reims, on ne va pas reparler de l'attractivité touristique de Reims, par exemple, ni de Cannes, ni de Biarritz. Ce sont évidemment des villes dans lesquelles la chalandise et les flux de population sont excellentes. En termes d'investissement à partager avec vous, eh bien, nous avons acheté en 2022 ce portefeuille à Tours, rue Émile Zola, rue Nationale. Pour ceux qui connaissent un peu la ville, c'est extrêmement bien placé. Vous voyez qu'il y a un parking juste en face de nos commerces. On est pile dans la stratégie de la pharmacie, Biocop, opticien mutualiste et harmonie mutuelle. C'est un portefeuille qu'on a acheté sur un taux de capitalisation à 6,20 et qui nous permet donc de voir augmenter le dividende. Ce sont des baux qui sont longs puisqu'on a un peu moins de 8 ans de baux restants sur ce portefeuille-là. Des bâtiments neufs, très très bien placés en centre-ville. Les Tourangeaux peuvent le confirmer. Nous sommes également à Toulouse, beaucoup de commerces à Toulouse avec cette enseigne rue Saint-Rome, plein cœur de ville, une enseigne internationale. Un pressing, ça c'est du service en plein cœur de ville de Toulouse. Et puis d'autres commerces, à Lorient par exemple, un beau commerce d'angle avec Jeff de Bruges, une enseigne internationale dans l'alimentaire. Flying Tiger, un des plus beaux développements en Europe ces 5 dernières années. Nous sommes à Nîmes, Audica Orléans, Colmar avec les bijoux Matic, Carrefour City, et j'en passe, puis Ricard. Beaucoup d'enseignes, 62 commerces aujourd'hui pour 40 millions, 28 villes, que des villes dynamiques. Et comme vous l'avez compris, on a sécurisé un certain nombre d'actifs pour 2023. Un mot avant de vous parler des services. Ce sont nos SCPI résidentiels. Pour ceux qui nous connaissent sur ce métier, eh bien, l'année 2023 est absolument
fondamentale pour Urban Premium dans la mesure où nous allons clôturer les 3 produits en 2023 et nous avons une particularité, c'est que notre SCPI Pinel, qui est d'abord la seule du marché, offrira toujours 21% de réduction d'impôt. Nous ne subirons pas la baisse du Pinel sur cette SCPI parce que nous avons dans notre programme d'investissement, dans notre stratégie également, l'investissement en 2 Normandie. Donc cette Pinel de Normandie nous permet toute l'année 2023 de rester à 21%. Vous retrouverez également notre SCPI Malraux Prestige Immo numéro 5 qui clôturera cette année, qui a déjà fait beaucoup d'investissements, et notre SCPI de déficit foncier, best-seller d'Urban Premium à 54% de travaux pour toute l'année 2023. En termes de services, nous allons mettre l'accent en 2023 sur nos services et vous inciter encore plus à utiliser notre outil de souscription en ligne. Sachez que nous imprimerons 2 fois moins de plaquettes commerciales que les autres années. Nous avons pris le biais ESG aussi par l'impression des plaquettes et on en aura pour vous évidemment, mais on va essayer de favoriser la souscription en ligne avec un outil qui aujourd'hui fonctionne très très bien. Nous avons à votre disposition des simulateurs au travers de l'espace partenaire du site, du nouveau site, avec des identifiants qui sont les suivants, Urban 2023, partenaire 2023. Alors pour l'instant, le code ne fonctionne pas, mais le Urban 2022, partenaire 2022 fonctionne bien. Et vous pouvez avoir accès à tous nos simulateurs. Et puis, je vous le disais, nous avons lancé un nouveau site qui donne accès à un tout nouvel outil, je vous parlais des services 2023, qui est un extranet client et CGP. Je termine ma petite présentation par les financements, gros sujet. Sachez que Urban Premium est une des sociétés de gestion les mieux servies en termes de financement, avec toujours ce partenariat CAFPI, mais aussi CFCAL, AXA Bank et Crédit Agricole Consumer Finance. Et j'oubliais Arkea et tout le réseau Banque Populaire Caisse d'Épargne qui nous accompagne sur le financement.